Eh bien, c'est parti. Du coup, bienvenue pour cette conférence. Je vais essayer de vous faire passer un bon moment, de vous transmettre quelques petites choses, que vous repartiez avec quelques petites infos sympas. Je suis Guilhem. Vous allez apprendre en tout cas à me connaître sur les 45 et quelques prochaines minutes. J'ai un parcours d'entrepreneur. J'ai monté pas mal de business dans l'événementiel. J'ai fait un petit incartade dans le monde du salariat chez Microsoft. J'ai monté un incubateur, j'ai monté une startup que j'ai bien plantée qui s'appelle Wheel of SaaS. Et puis j'ai contribué à monter la cuisine web et Blend Web Mix avant d'arriver finalement à lancer la boîte que j'ai lancée actuellement qui s'appelle Invox, qui est une agence et qui contribue pas mal à des choses que je vais vous raconter là sur les minutes qui viennent. Invox aujourd'hui c'est 35 personnes. On est basé à Lyon, mais ça n'a pas toujours été mon occupation principale. Et si je remonte un peu dans la nuit des temps, si j'essaie de revenir un petit peu en arrière, sur ma première aventure entrepreneuriale, celle qui a marqué un petit peu finalement tout ce que j'ai pu faire ensuite, c'était pas tout à fait, c'était pas tout à fait la même chose. Alors, je vois, il y en a qui rigolent, effectivement. Il y a une chute capillaire des cheveux vers la barbe. En 2004, j'ai lancé ma première boîte qui s'appelait Methodia. Et il y a pas mal de choses finalement qu'on a fait dans cette aventure-là que j'ai reproduit par la suite. Et c'est un peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous parler de la version 2004-2005, pourtant, quoique. Il y a pas mal d'enseignements à en retirer. Alors juste pour vous situer, Methodia à l'époque, c'est le marché du soutien scolaire s'ouvre, puisque l'État décide que 50% des prestations vont être remboursées, ces fameux services à la personne, les 50% de réduction fiscale, et donc ça ouvre le marché avec des acteurs historiques qui sont les étudiants, qui le font au black, et voilà, avec un marché qui est pas du tout structuré. Et malin comme on est à l'époque, on est deux à se lancer sur ce marché-là, avec mon associé de l'époque. Et puis on tire un peu à plouf plouf celui qui va recruter les profs et celui qui va recruter les clients, et moi je dois aller chercher des clients. Alors, j'ai pas fait de commercial, je suis encore étudiant à l'époque, j'ai jamais fait de marketing, sauf la matrice SWOT et BCG qu'on apprend à l'école. Donc, autant dire, je n'ai pas fait encore grand-chose. Et donc, on va essayer d'être malin à l'époque pour se dire, il faut qu'on aille chercher des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants et qui sont prêts à nous donner un peu d'argent pour qu'on s'en occupe à leur place pour faire cette partie soutien scolaire. Alors on a une réflexion à l'époque parce qu'on avait quand même dans notre réseau des parents qui nous contactaient, voilà, que ce soit par petite annonce, par contact, par réseau. Et en fait, il y avait un pattern quand même assez fort à l'époque, c'est que grosso modo, ce marché-là était plutôt pour des familles, forcément il faut avoir des enfants, plutôt aisés et qui ont les moyens de payer des cours scolaires à leurs enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'époque ? Certains vont se reconnaître dans ces outils-là. On va sur Mappy à l'époque, on va pas sur Google Maps, on va sur Mappy. Et Mappy, c'est intéressant parce que du coup, on regarde un petit peu les différentes zones géographiques et puis ils activent un mode qui existe depuis 2002-2003, qui est le mode satellite. Donc on regarde en fait dans les zones où il y a des piscines. On se dit, finalement, si les gens ont des piscines, ils peuvent bien mettre un petit peu d'argent pour faire des cours scolaires. Donc on commence dans Excel à l'époque, après on a amélioré un peu le truc, donc on commence finalement à géo-targeter nos cibles et à se dire je vais prendre toutes les adresses des rues dans lesquelles il y a au moins quelques piscines en me disant grosso modo je suis pas mal. Alors ça ne donne pas une stratégie ni marketing ni commerciale. Alors on croise avec les pages blanches. À l'époque on se dit ok je vais là c'est la version papier mais ils viennent de sortir aussi leur site depuis quelques années et en fait ce site n'est pas du tout protégé donc en bidouillant un peu on peut commencer à extraire de la data de ces trucs-là et donc on fait des recherches par code postal et par nom d'adresse vu qu'on a le nom de la rue. Et on va sortir de ça tous les numéros de téléphone qui nous intéressent, parce qu'on peut sortir des pages blanches que des numéros de téléphone. Pour autant, c'est encore assez large comme truc, et dans une rue donnée, je ne suis pas certain de taper sur un immeuble ou sur une maison. J'ai beaucoup de déchets aussi. On a beaucoup appelé des retraités à l'époque. Donc on était très copains avec tous ces gens-là. Et donc on se dit, en fait, il y a un truc marrant, on va faire du ciblage par prénom.
Parce qu'en fait, les prénoms sont assez indicateurs d'une époque, et donc on regarde les gens qui sont nés à partir, en gros, entre 62 et 72 à l'époque. Et donc on voit beaucoup de Philippe, de Patrick, de Catherine, qui ne sont pas trop portés en dehors de ces années-là. Et donc on se dit, ben, ok, on va améliorer notre système, on va prendre dans les rues qui nous intéressent, avec les prénoms qui nous intéressent, et on va se faire une petite liste de ça. Et c'est là que le jeu rigolo commence, puisque du coup, après, on a développé un petit truc PHP pour les faire ça assez automatiquement. Donc on se remplit des fichiers Excel à l'époque, avec la liste des personnes qui sont intéressantes, et on les appelle. Donc niveau 0 du marketing digital, on les appelle et on essaye de vendre. Donc je fais à partir de 17h30 jusqu'à 20h30, je me fais des séances de call tous les jours, j'ai ma liste qui s'est bien rendu propre, on essaie de le faire quartier par quartier, comme ça dès qu'on a loqué quelqu'un, on dit je connais madame machin dans votre rue. Donc on commence de faire un petit peu de perso. Pour autant ça ne marche pas quand on essaie de leur vendre un truc. Et chez tous les enfants qu'on accompagnait à l'époque, il y a un truc qui était systématique, c'était que les parents s'arrachaient les cheveux et vraiment se foutaient sur la gueule avec leurs enfants autour du sujet du soutien scolaire. Et donc à partir de là, on comprend qu'il ne faut pas leur dire on va vous vendre du soutien scolaire, mais on va dire on va vous aider à pacifier les relations avec vos enfants. Et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit on va en fait créer des mini-conférences, des ateliers pour parents qui pètent un câble, qui sont au bout de leur vie avec leurs enfants. Je vois que certains sourient, donc je pense que certains ont des enfants. Et en fait, on va vous donner des techniques pour les aider à faire leurs devoirs, à avoir de meilleurs résultats scolaires, sans pour autant que ce soit la guerre à la maison. Évidemment, nous, on sait que ça sera quand même la guerre à la maison, mais au moins on aura des gens impliqués qui auront écouté ce qu'on leur dit. On leur dira, si vous n'y arrivez toujours pas après ça, pour le coup, faites appel à un prof particulier de chez nous. Et donc ça, on le fait tourner, et quand on discute avec eux, on leur dit, on va vous envoyer l'invitation, donc donnez-nous votre email. Et là, on commence à faire une petite base de données d'email, et c'est ça qui nous intéresse au final. Donc, c'est beaucoup de détours pour arriver à ça. Donc, on achète Sarbacane à l'époque, qu'on installe sur un ordinateur, relié à un modem, et le soir, les mails partent, parce qu'il faut quand même laisser le truc branché au modem, et c'est le logiciel qui envoie mail par mail, sans aucune forme de tracking à l'époque. Mais on shoot du mail et on remplit nos salles. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir un petit bouche-oreille qui se met en place, et finalement à capitaliser sur un truc qui était assez rigolo, parce que beaucoup de parents qui ne venaient pas l'année suivante quand même venaient. Il faut bien le dire, les soucis ne se règlent pas tout seuls. Dans ce milieu-là. Bon, résultat, très content de notre système, on reproduit ça sur plusieurs villes, ça reste quand même très chronophage, c'est un peu le niveau zéro de l'automatisation. Pour autant, de ça, beaucoup d'apprentissage. Alors ça, c'est fait a posteriori. À l'époque, on n'avait vraiment aucune idée de comment ça marchait et pourquoi ça marchait. Mais pour autant, quand on analyse le truc un peu, on se dit que, déjà, on avait mis en place, alors, avec les moyens qu'on avait, du ciblage. Le premier apprentissage, c'était de dire, en fait, on ne va pas juste shooter et spammer à mort dans tous les sens. Il faut quand même qu'on ait une stratégie pour avoir un taux de faux négatif qui soit pas trop important. Donc le ciblage, c'est un apprentissage. Le deuxième point, c'est qu'il faut de la data. C'est que de la bonne data. Donc il faut non seulement essayer d'extraire, trouver là où est la data, où on peut l'avoir, mais il faut aussi continuer à l'enrichir. À un moment, on était tellement mal organisé qu'on réappelait les gens parce qu'on n'avait pas trop les rues qu'on avait faites. On se disait, tiens, en fait, ce prénom, il ne marche plus, on l'enlevait, mais on continuait à en appeler. Donc c'était un peu n'importe quoi. Donc il faut aussi s'assurer de structurer l'approche data. Et qu'il faut récupérer de la bonne data pour pouvoir avoir un discours qui soit intéressant. Le troisième point, c'est que l'histoire qu'on raconte, elle est super importante. C'est super compliqué d'avoir une démarche tout le temps commerciale, et même dans quelque chose qui a l'air assez transactionnel. Après, on va en venir à du B2B, je vous rassure. Mais même dans du B2C, il faut réussir à raconter une histoire et à envoyer le bon message, qui ne fasse pas qu'on se ferme la porte tout de suite, et qu'on finalement on s'ouvre une capacité à engager dans la durée. Évidemment, il y a un sujet automatisation, à moins d'avoir seulement 10 clients possibles sur Terre, et du coup on peut faire de l'ultra personnalisé. Il y a quand même un gros sujet de comment est-ce que j'arrive à faire de la semi-masse ou du semi-volume pour que mon dispositif soit efficace. Parce que sinon, en fait, en coût d'acquisition, ça va me coûter trop cher. Évidemment que nous, alors on prenait des gens de notre famille ou des stagiaires pour faire l'école, parce que c'est ça qui nous coûtait cher à l'époque, en temps passé. Et évidemment qu'il y a une manière de fonctionner un peu plus intelligemment et de faire des choses un peu plus efficaces. Mais ça aussi,
quand on essaie de monter une machine pour générer des leads, c'est quelque chose qui est super important, c'est d'arriver à voir ce que je peux automatiser. On l'avait résolu en partie en développant des trucs, mais aujourd'hui, on verra qu'il y a des systèmes qui sont plus intéressants. Et puis le dernier point, c'est que évidemment qu'on a un sentiment de est-ce que telle ou telle mécanique fonctionne, où il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, où on a rajouté des ingrédients dans la formule pour arriver à quelque chose. On avait très peu d'indicateurs, mais pour autant on avait cette envie de savoir à la fin de chaque jour combien de calls passaient, est-ce que les calls étaient aboutis, combien il y en a qui ont donné lieu à des récupérations de données, et ainsi de suite. Et ça, quel que soit le sujet qu'on va mettre en place, c'est quelque chose qui est super important. Alors du coup, si on revient dans notre contexte 2021 et de ce qu'on peut faire aujourd'hui, déjà les choses ont beaucoup changé. Grosso modo, ça s'appellerait du gross marketing ou du gross hacking, même si ça n'avait pas tous les atours de ce truc-là à l'époque. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça qu'on le pratiquerait et les fondamentaux n'ont pas changé. Et c'est pour ça que ça me paraissait intéressant de vous, dans cette thématique-là, de voir un petit peu les apprentissages depuis ces 15 et quelques années, avec évidemment des trucs qui se sont améliorés, un changement du B2C vers le B2B, mais finalement on retrouve un peu toujours les mêmes sous-jacents, et c'est ça que je vais essayer de vous partager. Alors, la première chose qui a beaucoup changé, c'est les outils. On va aborder quelques-uns de ceux-là, il y en a plein d'autres, si vous voulez, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn, je vous passerai une liste beaucoup plus complète, mais aujourd'hui c'est devenu, l'approche marketing est devenue aussi une approche tech. C'est qu'il faut savoir, alors peut-être pas coder, mais en tout cas il faut savoir être malin avec les outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir automatiser, extraire la donnée, la faire parler, la segmenter, offrir un discours qui est intéressant, qui est cohérent. Et donc finalement on va avoir des solutions un peu sur toutes ces thématiques-là, je vais y revenir. Alors je vais vous dérouler les cinq trucs qui moi me semblent super importants. Alors, vous voyez, il y en a certains qui collent aux enseignements, certains autres qui sont plutôt un peu plus spécifiques. Mais pour le coup, c'est ça dont vous pouvez vous nourrir, je pense, pour si vous avez besoin d'aller utiliser ces outils-là ou générer des leads dans vos occupations quotidiennes. C'est probablement des choses qui vont vous servir et sur lesquelles vous pouvez vous questionner par rapport à votre pratique actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? La première, on va partir du début. C'est que dans toute démarche marketing, c'est super important de savoir à qui on parle. Parce que à qui on parle, s'il est mal défini ou s'il n'est pas très clair, en fait, ça va impacter tellement tout ce qu'on va raconter, mettre en place, la donnée qu'on va récupérer, qu'on peut avoir une énorme déviation par rapport à l'objectif en termes de résultats, si on s'est un peu loupé au départ. Et on a un peu la tentation parfois à vouloir taper un peu trop large, à se dire, tiens, je vais mettre toutes les chances de mon côté d'avoir au moins un lead à la fin, donc je vais parler à beaucoup de gens, et souvent c'est une erreur. Alors, sûrement certains d'entre vous connaissent la pratique des personas. Donc les personas, c'est en gros un travail d'analyse de à qui je parle, d'essayer de se mettre dans les chaussures de sa cible, de ne pas penser à eux comme un segment marketing, mais vraiment de se dire, ok, j'ai une personne type, sans doute vous la connaissez, sans doute c'est un de vos premiers clients, un de vos premiers prospects, en tout cas, c'est une personne qui est incarnée, qui a des problématiques dans son boulot, qui a un parcours, qui a une vie perso, qui a une façon de consommer de l'information. Et plus on va connaître ça, plus on va connaître cette personne, plus on va aussi s'intéresser à ce qu'elle peut raconter et comment on peut la faire parler, plus on va réussir à trouver qu'est-ce qui l'intéresse, quels sont les sujets sur lesquels je peux l'accrocher, quels sont un peu la tonalité avec laquelle je peux lui parler pour que ça fasse mouche, et quels sont les endroits où je peux aller l'engager. Alors aujourd'hui, il y a une autre façon aussi super intéressante qui est de regarder ces gens-là, comment ils se comportent sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux en B2B, ça va beaucoup être LinkedIn. Facebook, Insta sont aussi intéressants. Là, dans le déroulé aujourd'hui, on va surtout regarder ce qu'on peut apprendre de LinkedIn et qu'est-ce qu'on peut utiliser sous LinkedIn, mais c'est une super façon, avant même de faire quoi que ce soit, d'essayer de trouver des personnes qui nous intéressent et d'essayer de comprendre dans leur parcours, dans ce qu'elles racontent, dans les posts qu'elles vont faire, dans les choses qu'elles vont commenter, d'essayer de comprendre un peu qui elles sont et quels sont les sujets qui les intéressent. Il y a énormément de richesses, et ça, moi, je vous invite à essayer d'identifier une dizaine de personnes qui seront un peu votre labo témoin, quoi, de gens que vous ne connaissez pas forcément, pas des gens avec qui vous êtes connectés, mais vous vous dites, le truc que j'ai à vendre, c'est ces gens-là que ça intéresse, et c'est vraiment pour eux que je fais ce que je fais. Et vous abonnez à eux, et de temps en temps, vous allez vous forcer à aller voir ce qu'ils ont fait, s'ils ont été actifs, s'ils sont allés à un événement, s'ils ont republié, pas publié, s'ils ont changé de job, quels étaient leurs parcours. Vous allez voir que vous allez devenir assez intime avec ces personnes-là. Alors c'est un peu stalker, ça peut faire peur, n'allez pas mettre des mains courantes contre moi. C'est très sain comme démarche, c'est une démarche marketing. Donc je vois certains parmi vous qui
qui peuvent être inquiets sur ça, mais je vous rassure. Alors aujourd'hui, on a plein d'outils super intéressants, et notamment dans LinkedIn, parce qu'en gros, LinkedIn connaît tous les boîtes, tous les professionnels. En gros, c'est incroyable tout ce qu'ils ont comme données. Là, je suis sur Sales Navigator, c'est une démarche qui est un peu complémentaire à LinkedIn, mais déjà avec LinkedIn ou LinkedIn Premium, si vous prenez le mois gratuit, vous pouvez le faire. Si vous voulez jouer un peu avec Sales Navigator, pareil, vous avez un mois gratuit, vous avez accès à tout. Donc là, en gros, on a une trentaine de critères. Là, je me suis amusé, c'est un exemple que je vais filer, on en revient un peu dans l'exemple Invox. Donc nous, ça nous intéresse de parler des content managers, c'est une des cibles donc les personnes qui font du contenu. Donc là, je fais une recherche, je mets un peu d'années d'expérience, je vais viser certaines régions en particulier. Je veux que des gens qui ne sont pas connectés en direct avec moi, parce que forcément, je veux parler à de nouvelles personnes. Et ça va me permettre d'aller chercher pas mal de choses. Donc là, c'est l'affichage de la recherche, en fait, où ils trouvent un peu plus de 2000 personnes, dont 226 ont changé de job sous les 90 jours. Donc ça me donne plein d'informations sur la cible que je peux vouloir toucher. Alors les identifier, déjà là, c'est intéressant, ça permet de voir ce que j'ai de la volumétrie, pas de la volumétrie, de découper des fichiers. Pour ceux qui ont des équipes commerciales, ça permet aussi de dispatcher un peu les contacts. Évidemment, ça ne sert pas forcément uniquement à avoir de l'info, il y a un moment, c'est intéressant aussi de la récupérer. Là, ce que je vous montre, c'est Phantom Buster. Phantom Buster, c'est un outil qui fait à la fois de l'automatisation et de la récupération de data. Alors je ne suis pas avocat, probablement il y a des sujets RGPD, mais je laisserai les profs voir ça. En B2B, on est un peu protégé de ça. Là, ce que je fais tourner, en gros, j'utilise une des actions de LinkedIn qui est de récupérer de la donnée. Là, je ne la récupère pas sur une liste de recherche, je vous montrerai ça après. Là, je le récupère, donc là, je me connecte à LinkedIn, je mets mon lien de recherche de résultats, et une fois que je lance, il va extraire tous les contacts qui m'intéressent. Donc ça peut être fait sur une recherche comme je l'ai montré avant, mais ça peut être fait aussi sur un post LinkedIn sur lequel il y a eu beaucoup de commentaires ou beaucoup de likes. Je peux me dire, tiens, ce post-là, tous les gens qui ont réagi, même si c'est le post d'un concurrent ou le post par exemple sur un événement thématique, je peux me dire, tous les gens qui ont commenté ou qui ont liké ce post-là, potentiellement, c'est des gens qui sont intéressants pour moi ou intéressés par ce que je peux raconter. Et donc là, je vais l'extraire. Donc là, il me retrouve 388 commentaires. C'est ce qu'on avait ici. Et il va me sortir ce fichier. Et quand on fait tourner ça, voilà le genre de data qu'on récupère. Donc là, en gros, ça m'a pris 4 minutes pour faire ma recherche, 3 minutes pour paramétrer Phantom Buster, et j'ai un résultat de ce qui avait dû me prendre sans doute une quinzaine de nuits à m'arracher les cheveux sur du PHP pour parser des données qui étaient beaucoup plus parcellaires à l'époque. Donc à partir du moment où on sait à qui on veut parler, c'est assez facile de trouver une trace de ces gens-là, sans doute pas 100% des gens, mais pour autant c'est assez facile de les retrouver dans le réseau social dans lequel ils vont se trouver. Et aujourd'hui c'est assez facile d'extraire la donnée ou de commencer à interagir, parce qu'on peut aussi donner des instructions à Phantom Buster pour lui dire, tiens, tous ces gens-là, tu vas leur envoyer un message, tu vas te connecter, tu vas aller liker le dernier post qu'ils ont fait, tu vas aller mettre un petit commentaire, pouce levé, super. Donc si vous recevez un pouce levé de ma part, je ne fais pas d'automatisation de commentaires, c'est vraiment moi qui l'ai posté. Mais sachez qu'il y a des possibilités aussi d'automatiser ça. N'hésitez pas, s'il y a des questions au fur et à mesure, levez la main au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première étape. Normalement, là, on commence à avoir une... Alors, ça ne se fait pas aussi vite que ce que je vous ai montré. Là, on a un peu accéléré le processus. Évidemment que ça implique aussi d'aller parler à des vrais gens et d'avoir une intelligence sur les sujets qui font mouche. Mais tant qu'on en est là, en fait, potentiellement, j'ai identifié des personnes intéressantes, mais j'ai pas grand-chose à leur dire. Et que le risque, c'est de mettre tout de suite en route le moteur de « cool, j'ai des gens à contacter, je les contacte et j'y vais bourrin, et je vais essayer de leur vendre un truc ». Il n'y a rien de pire. Vous recevez déjà probablement tous beaucoup de messages LinkedIn de gens qui s'en foutent un peu de qui vous êtes, qui vont dire « j'ai vu qu'on était connectés, est-ce que vous voulez acheter ce que j'ai à vendre ?» En général, ça ne marche pas, c'est classement vertical, c'est comme ce qu'on a stop pub dans les boîtes aux lettres, en général, ça repart assez vite. Donc il y a un enjeu de savoir quoi dire à ces gens-là, parce que c'est pas mort non plus totalement. Il y a moyen de mettre le pied dans la porte et de se dire si j'ai bien ciblé, potentiellement ils ont des problèmes que je suis en mesure de résoudre. Et que ça aujourd'hui, ça passe par du contenu. Ça passe par le fait de raconter un truc qui va intéresser les gens. Mais pas seulement, parce que créer du contenu, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, on n'est pas tous aussi doués pour le faire, et pour le faire dans la durée. Donc il y a aussi une logique d'industrialiser la production de contenu et d'être en capacité de le faire sur la durée. Il y a un côté discipline de création de contenu, ça paye sur la durée, et donc il faut s'organiser pour ça.
Alors les contenus, ils peuvent prendre plein de formes différentes. Je suis sûr que vous en avez plein en tête. Ça peut être un post LinkedIn, c'est du contenu, un article de blog, c'est du contenu, une newsletter, c'est du contenu, un truc visuel, une vidéo, un document à télécharger, un livre blanc, un extrait de notes de conférence, c'est du contenu. Et donc il faut réussir à trouver le rythme pour ça et à venir piquer dans ces différentes cases pour dire bah, déjà ce que j'ai à raconter et ce que je sais faire comme type de contenu, comment l'équation j'arrive à la résoudre et qu'est-ce que je mets en route moi pour pouvoir créer des contenus. Je vous mettrai les slides sur mon LinkedIn après, donc n'hésitez pas. Vous pouvez prendre des photos, ça ne me dérange pas, mais voilà. Ces slides sont du contenu. Quand je fais une conférence, en fait, le temps que j'ai passé à la préparer, souvent déjà je réutilise des trucs que j'ai fait avant, hein, grosso modo, mais globalement, voilà, je réutilise, je copie-colle certains trucs, je raconte une histoire un peu différente, et puis derrière, bah, la conf que j'ai faite, bah, en gros, je peux la traduire en article, ça tiendra toujours, je peux en faire une vidéo, je peux récupérer le live stream et faire un petit montage. Il y a plein de choses différentes que je peux faire avec ça. Et donc, il faut être malin pour aller chercher ces différentes choses, je vais y revenir. Le problème, c'est que vous êtes très nombreux maintenant à créer du contenu. Tout le monde crée du contenu. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de contenu. Moi, j'ai arrêté de suivre les chiffres où ils disent en 1 minute sur YouTube, il a été uploadé 173 ans de vidéos. Enfin, les trucs font peur. Évidemment, on n'aura jamais le temps de consommer tout ça. Et donc, il y a un enjeu dans tous ces contenus qu'ils vont créer, c'est comment j'arrive à sortir du lot. C'est comment j'arrive à me différencier et à apporter finalement quelque chose d'un peu nouveau, que ce soit par la tonalité, par le format, par l'intérêt de ce que je raconte, par le côté avant-gardiste, par juste le fait d'être présent régulièrement et d'habituer les gens à consommer mon contenu. Et donc il y a un enjeu là-dessus, quand on crée du contenu, de ne pas seulement créer du contenu qui est déjà accessible partout, de ne pas juste paraphraser ce qui existe, de ne pas juste aller faire du copier-coller, il faut apporter quelque chose de nouveau. Parfois, juste la forme suffit, parfois c'est d'autres choses, et donc il faut garder ça à l'esprit quand on va commencer à se lancer dans cette partie-là. Alors, je vous prends un petit exemple. C'est pas pour faire la promo, mais vous pouvez chercher aussi sur notre site. On avait envie de traiter le chantier, justement les différents chantiers qu'il faut mener pour pouvoir générer des leads. Et donc on s'est dit, on va faire un livre blanc. Réaction assez classique d'une agence qui crée du contenu, comme nous, on va écrire des trucs, ça nous rassure. On va y donner un petit côté sympa. Et donc on a passé plusieurs mois à créer ce truc-là, qui est téléchargeable, qui nous permet de mettre ça derrière un formulaire. Donc gros effort. Et puis le livre blanc, il vit le temps qu'il vit. Pour autant, l'investissement, le temps passé, on l'a fait. Donc le bon réflexe de ça, c'est de se dire quoi? Déjà, je peux en faire la promotion vidéo, ça c'est ce qui bouge. Donc en fait, je vais reprendre exactement le contenu que j'ai sur mon livre blanc et je vais le faire en blabla, en expliquant ce qu'il y a dans le livre blanc, en donnant envie aux gens d'aller télécharger le livre blanc. Donc ça me fait un premier contenu. Et puis comme on a écrit les choses, on peut ici, sur notre blog, se dire, tiens, je vais écrire un article par chantier. Je vais faire une sorte de petit résumé qui donnera envie aux gens de rentrer sur un des sujets, parce que c'est leur problématique, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'adresser l'intégralité des chantiers. Mais je vais pouvoir finalement faire 8 articles qu'on retrouve ici, second, troisième, quatrième, cinquième chantier, sixième chantier, septième chantier. Et donc, d'un coup, on a un livre blanc, une vidéo qui en est déclinée, que je me suis filmé, il y a un peu de montage, mais on peut réussir à faire des trucs. Maintenant, il y a plein de petits logiciels qui permettent de faire ça. J'ai de l'écrit et qui va faire du référencement naturel, donc j'augmente aussi le trafic que je peux avoir, et je continue à toujours parler du même sujet. Il y a un petit côté, je suis monomaniaque de mon truc, donc un jour, je serai quand même super identifié sur ce sujet-là. Et puis, comme des fois, les mots, c'est pas forcément la seule façon de fonctionner, je peux aussi en faire une infographie. Et donc je reprends, là on retrouve exactement les 8 chantiers, c'est exactement la même chose, on a juste fait une sélection des 3 bullet points qui comptaient sur chaque, un peu de design, et ça fait un nouveau contenu qui peut venir faire revivre le contenu s'il était déjà un petit peu obsolète ou un peu ancien. Et donc finalement je commence à avoir plein de façons d'utiliser le même truc que je raconte. Et je ne vous ai pas encore parlé de la déclinaison sur du webinar, sur de la conf en live et sur tout un tas de choses qu'on pourrait imaginer. Et puis au final, ça redevient aussi du contenu social media. Typiquement ce post là où je donne les premières pages. Et puis quand on avance au bout d'un moment, en fait c'est flouté. Donc il faut laisser un commentaire pour l'avoir. Ça c'est super ennuyeux, mais c'est rigolo. Ce qui fait que du coup derrière, une fois que tous les gens ont commenté, je peux aller extraire cette liste là et puis les engager,
récupérer un peu leur mail, et puis me dire s'ils ont aimé une fois, ils aimeront une deuxième fois. Et puis je crée un nouveau contenu. Pour la petite histoire, ce post-là, il a plutôt pas mal marché. Et il a été fait 1 an après la sortie du livre blanc. Et que très vraisemblablement, si je faisais tous les 3 mois le même post, il continuerait à marcher sur d'autres profils, sur d'autres personnes qui seraient attentives à ça. Et parce que de toute façon, LinkedIn distribue de manière un peu aléatoire, il ne touche pas tout votre réseau et pas le réseau de votre réseau. Et donc finalement, vous pouvez aussi redire des choses et recycler, parfois même tel quel, ce que vous avez déjà fait. Ça, notamment sur les réseaux sociaux, n'ayez pas peur de reuse vos contenus. Quelques autres stratégies de recyclage, parce que l'enjeu c'est ça. Il y en a, ils aiment bien se mettre dans un effort dense, à un moment de tomber le truc et après de devoir exploiter ça. D'autres vont être plutôt à la découpe, de se dire je vais en faire un peu chaque semaine et au bout d'un moment j'aurai un gros contenu intéressant. Donc il y a plusieurs trajectoires. Je peux partir d'un blog post parce que c'est ce que j'aime écrire, c'est sans doute là où il y a une barrière à l'entrée la moins forte pour créer des contenus, et de ça, à un moment, je vais en tirer des formats visuels, où je vais condenser 2-3 articles, en faire un PDF téléchargeable, et ça y est, j'aurai mon e-book ou un format court. On peut aussi faire l'inverse, on peut partir des formats longs, et puis en faire ensuite des séries, des plus petites séries. Typiquement, les 8 chantiers du lead, on pourrait faire 8 PDF à télécharger, chacun anglais différemment, et ça cartonnerait sans doute encore mieux, parce que beaucoup plus spécifique sur un sujet, là où sur l'e-book général, on a plutôt tendance à aller parler de la démarche entière de génération de leads et pas de chaque morceau. Il y a plein d'outils aussi maintenant qui permettent d'aller industrialiser ça. On reparlera tout à l'heure de Canva notamment. Canva, si vous êtes capable de faire des slides, Canva il va vous faire des vidéos, mais les doigts dans le nez, et vous allez pouvoir commencer à occuper un espace que vous n'auriez pas forcément occupé autrement. Ça c'est ce que je vous montre. Donc, typiquement, ça c'est des templates. Donc en fait avec un joli design derrière, vous voyez, ça fait des petites animations. Donc ça aussi en termes d'industrialisation et de massification de la prise de parole, si vous investissez un tout petit peu pour caler des éléments design, et honnêtement sur Canva, alors on peut faire des trucs vraiment, vraiment moches. Ça c'est assez vite possible. Par contre, je parlais des choses qu'on fait dans Canva, Jean-Louis, pas seulement, pas d'attaque personnelle aujourd'hui. Mais c'est tout à fait possible. Finalement de partir de templates qui existent, de juste changer les couleurs, mettre votre logo dans un coin et faire des choses qui vont être honnêtement largement au-dessus de la moyenne de ce qu'on voit passer sur du LinkedIn, du Facebook, du Insta, et pour autant avoir des choses qui sont intéressantes. Donc voilà, donc en tout cas il y a un vrai sujet sur la prise de parole, aussi bien de savoir ce que je raconte. Donc là le conseil c'est plutôt de trouver un sujet où vous êtes suffisamment pointu et monomaniaque pour déjà proposer quelque chose qui est intéressant. Et puis, parce que vous allez rester là-dedans, plus ça va avancer, plus vous serez intéressant sur ce sujet-là, parce que mieux vous le maîtriserez. Et puis derrière, de réussir à industrialiser votre prise de parole et la production pour avoir un contenu qui reste sympa et qui va occuper un petit peu les différents endroits où les gens peuvent consommer du contenu. Il n'y a rien de pire que de faire un super contenu et qu'il ne soit pas vu derrière, parce que pas suffisamment décliné ou pas suffisamment valorisé sous différents formats. Alors que finalement, c'est pas si compliqué aujourd'hui d'arriver à décliner sous différentes formes. Alors, je rappelle, on est dans le B2B, donc on est plutôt dans des relations un peu longues. On est un peu moins dans la relation e-commerce où tu as envie d'acheter et si je suis pas au bon moment, en fait, 15 jours après, la porte s'est refermée. Là, on est au contraire plutôt dans une succession de portes. Il faut essayer de les passer les unes après les autres. Et donc de jouer ce côté, ce qu'on appelle en anglais le nurturing, le lead nurturing. On a beaucoup parlé de génération de lead. Générer du lead, c'est bien, c'est je récupère le contact, c'est la conversion. Par contre, c'est ponctuel. Et la vente en B2B, elle est rarement ponctuelle, elle se fait plutôt sur la durée. Et donc, il va falloir mettre en place le fait de nourrir son contact pour leur donner toutes les clés, finalement, pour pouvoir prendre une décision en votre sens. Et donc, le nurturing, c'est ça, c'est un peu je biberonne la personne jusqu'à temps qu'elle ait suffisamment d'informations pour prendre une décision et pour aussi vous accepter dans son petit cercle de se dire effectivement j'ai compris que cette boîte-là ils étaient positionnés sur tel sujet, je les ai vus plusieurs fois, il y a une sorte de légitimité qui s'acquiert aussi sur la durée. Et donc c'est super important de pouvoir mettre ça en place. Là je vous ai tiré un petit exemple, alors vous pouvez lui dire que je l'ai cité parce que je la cite tout le temps, qui est un très très bon exemple. Là on est dans notre HubSpot. Camille, c'est une responsable marketing qui a interagi avec Invox depuis 2017, qui est rentrée dans notre base de données sur un téléchargement. Et là, on voit tout son historique qui a été traqué, donc il doit y avoir d'autres choses.
Voilà, ça commence là, mars 2018, mais il y a des choses avant. Et je vois toutes les pages qu'elle a vues, tous les formulaires qu'elle a remplis, comment la donnée s'est complétée. Donc là, je vois sur quelle page elle est passée. Les newsletters qu'elle a ouverts ou pas ouverts. Et donc finalement, on se rend compte que avant d'arriver à avoir un environnement propice à une discussion commerciale ou à une rencontre, potentiellement, il s'est passé plein de choses. Et ce qui est très drôle aussi avec ces outils-là, donc type HubSpot, mais il y en a d'autres qui sont aussi intéressants, qui font la même chose, c'est que je récupère aussi l'historique de ce qu'ils ont fait sur mon site avant que j'arrive à les identifier. Si tant est qu'ils n'ont pas changé de navigateur. Mais parfois, on a une conversion qui va se faire en juin ou en juillet 2021. Et je me rends compte que la personne est passée sur notre site depuis janvier. Donc en fait, ça fait déjà 6 mois qu'on nourrit une relation sans même le savoir. Et donc à partir du moment où on le sait, où on l'a identifié, c'est à nous de construire le déroulé de tout ça. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Alors déjà, ça part de la création de contenu. Parce que si je veux pouvoir parler à quelqu'un dans la durée et maîtriser ce déroulé, il faut que j'ai des idées de sujets. Il faut que j'ai en gros ce qu'on appelle une backlog de sujets, donc une boîte à idées. Ça, ce que je vous montre, c'est ce qu'on utilise chez nous pour notre propre production de contenu. Donc à gauche, on a toutes les idées de sujets qu'on aimerait faire, avec éventuellement des gens qui sont fléchés dessus. Et puis après, on les met en production. Il faut les mettre en ligne. Ils sont produits. Il y a un peu de SEO à faire dessus. Mais en gros, l'idée, c'est de savoir quels sont les sujets dont je vais parler. Et ça, il faut être un peu monomaniaque aussi. Il faut avoir un endroit dans lequel on balance toutes ces idées. Moi, je sais que c'est souvent le soir, en allant me coucher, j'ai une idée. Donc, si j'ai pas mon post-it à côté, je suis dead. Ou je m'envoie un mail. Mais c'est super important de capter ces idées et puis d'y revenir un petit peu plus tard pour se dire est-ce que c'était une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée, est-ce que je parle vraiment à mon persona, est-ce que ça va intéresser, est-ce que c'est pas trop couvert jusque-là. Et quand ça passe le cut, finalement, on peut lancer la production. Donc ça, c'est le premier niveau. Ça fait pas du nurturing, parce que là j'ai un truc éventuellement avec des sujets intéressants, mais qui raconte pas une histoire en tant que telle. Alors ce qui est intéressant derrière, et ça c'est un vrai doc qu'on utilise chez nous, c'est de regrouper par poche de sujets. On a différents sujets sur lesquels nous on veut se positionner, et là finalement dans chaque case vous avez l'intégralité des sujets intéressants qui se rapportent à ce sujet-là. Et là on commence à avoir un truc en se disant bah tiens, si quelqu'un est rentré sur un de ces sujets-là et que j'ai capté son contact par un de ces sujets-là, bah en fait, ça serait intéressant que je lui donne les autres messages, les autres contenus, sans qu'il ait lui-même à les trouver tout seul. Parce que là, je laisse trop une grande part au hasard pour que les gens découvrent ce que j'ai à leur raconter. Et donc finalement, quand on a fait ce travail d'identification, bah, l'étape d'après, je retourne dans HubSpot et je crée des parcours avec, ici le déclencheur. Donc là, il y a quelqu'un qui a rempli un téléchargement d'e-book. Je vais lui envoyer une petite relance. Et puis, si jamais, décidément, j'ai du mal avec Windows, si jamais il a ouvert, il n'a pas ouvert, alors je vais lui faire un nouveau contenu et ainsi de suite. Et là, petit à petit, je commence à pouvoir vraiment raconter mon histoire. La personne est venue sur un truc très débutant, et puis je l'amène sur d'autres choses, je lui montre des exemples. Je lui envoie 2-3 autres contenus sur la thématique. Et puis à un moment, je vais commencer aussi à forcer un tout petit peu plus la relation. Et je vais lui proposer un rendez-vous, je vais lui proposer de s'inscrire à un webinaire, un truc où ça va devenir un tout petit peu plus personnel et où on va pouvoir passer à une phase d'après. Et on constate que dans ces phases-là, eh ben, c'est super intéressant ce qu'on apprend des personnes. Il y en a qui décrochent tout de suite. Donc ils n'avaient pas trop forcément d'intérêt pour le sujet. Ils sont peut-être arrivés là par hasard. D'autres qui ouvrent tout. C'est pas forcément non plus toujours bon signe. Et puis d'autres qui ont des comportements un peu plus aléatoires, qui vont pas consommer le contenu au rythme où on l'aurait pensé, qui vont faire des pauses, qui vont revenir 6 mois après. Mais en tout cas, cette donnée-là, je vais l'avoir, et cette capacité à mieux organiser, et c'est là où on va commencer à monter une machine, c'est que toutes les personnes qui vont rentrer à un endroit vont être prises en main. Il n'y a rien de pire que de faire de la génération de leads et de ne pas s'occuper de ces leads après. C'est horrible, en tout cas de mon point de vue, de se dire bah, j'ai dépensé de l'énergie à créer des contenus ou de l'argent à acquérir des contacts et de rien en faire après. Dans le vieux monde, c'est ce qui se passait dans les salons quand on revenait avec des listes de 300 personnes qu'on avait vues sur son salon et qu'on parlait à 30 derrière parce qu'on se disait je vais leur vendre un truc dans le trimestre. Donc ça c'est cool, je vais faire mes chiffres de vente. Et par contre tous les autres on ne leur parlait plus. Et on perdait finalement l'historique de la relation. Alors potentiellement en les nourrissant, en les travaillant suffisamment longtemps, on allait pouvoir leur apporter quelque chose. Ça, c'est valable aussi dans la relation employeur. Nous, on a un enjeu de trouver des clients, évidemment, mais on a aussi un enjeu de trouver des collaborateurs. Et chez Methodia, c'était exactement la même chose. On a besoin de profs pour donner des cours.
Donc il y a un peu deux choses à faire monter. Et en fait, on peut tout à fait avoir la même démarche sortante en allant identifier sa cible, en captant les personnes et en mettant en place derrière des flux de nurturing pour se dire je suis en capacité de reprendre contact avec des gens plus tard pour leur proposer de nouvelles annonces, ou leur dire tiens il y a un événement, on a fait un webinar, ça peut vous intéresser, on sort une nouvelle formation. Et le fait de nourrir cette audience-là, en fait, sans parler d'avoir des fans ou des gens qui sont des gens qui apprécient la marque et qui ont envie d'interagir avec elle, en fait, on devient un tout petit peu plus intime parce qu'ils nous ont déjà vus plusieurs fois. Et ça, on peut le faire, on peut mécaniser beaucoup de choses. Si tant est qu'on a identifié à qui on parle, qu'on arrive à capter la donnée, qu'on arrive à raconter une histoire et qu'on arrive à s'organiser pour le faire dans la durée, pour que ce ne soit pas juste de la relation one-shot. Et sur les candidats, c'est vrai comme avec les leads. En fait, les gens sont contents quand on garde la relation parce qu'il y a tellement de gens qui abandonnent après avoir essayé d'acheter un truc, enfin de vendre un truc ou de convaincre et disent bon ça n'a pas marché la première fois, j'abandonne, c'est un peu shoot and forget. En fait, c'est super intéressant de garder cette capacité à engager sur la durée. Ce qui m'amène au point de la donnée. Parce que forcément, si j'accumule de la donnée, à un moment, il faut que j'en fasse quelque chose. Et il faut bien avouer quand même qu'on n'est tous pas très bons sur la data. Qui a des bases de données ou gère sa base de données ici? Un seul? Pourquoi vous êtes là? Vous n'avez pas de base de données? Incroyable. Pas de CRM? Ah, quand même. Voilà. Donc, il faut prendre soin de ces données. Parce que si je suis bon pour faire du contenu, si je suis bon pour convertir, je vais générer des leads. Honnêtement, c'est vraiment pas le truc compliqué de générer des leads. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir des leads qui sont de qualité et de les garder dans la durée. Pour pas se dire juste, je prends 30% de ma base chaque année et je la balance parce que j'en ai pas pris soin. Et que grosso modo, c'est le turnover qu'on a dans une base classique. Ça s'appelle la silogomanie. C'est une maladie, c'est officiel, c'est aussi le syndrome de Diogène. En gros, ça ressemble à ça. Et ça, c'est votre base de données, en gros. Je pense que je force à peine le trait. Comment ça commence une base de données? Pour ceux qui est en train de monter sa boîte là? Quelques-uns? Bon, vous avez de la chance, c'est le bon moment pour vous y mettre. Parce qu'au départ, votre base de données, c'est ça. C'est propre, c'est bien rangé, pas de limite par titre, par couleur. Franchement, c'est nickel. Et puis à un moment, il se passe un truc. On va commencer à classer les trucs un peu différemment. Soit on se dit, en fait, c'était pas si bien classé que ça avant, mais je vais pas reclasser l'ancien parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec les quelques centaines, puis c'est que quelques centaines de leads. Il y a des trucs obsolètes, mais c'est pas grave, je m'en occuperai après. Tiens, j'achète une base, je fais une billetterie, ou tiens, mon logiciel de webinar, il n'est pas connecté avec mon truc, donc je fais faire un peu d'import manuel. Tout ça est très gentil, mais en fait, on met le doigt dans un truc où petit à petit, c'est quand même un vrai bordel. Et au bout de quelques années, si on n'y prend pas garde, ça ressemble à ça. Et ça, on ne peut rien en faire. Donc vous avez passé du temps à créer du contenu, vous avez passé du temps à récupérer des leads, éventuellement à engager avec ces contacts-là, et au final, vous avez peut-être 20% de votre base qui est à jour et qui est correcte, sauf que vous ne savez pas laquelle. Enfin, c'est un peu embêtant. Heureusement, il existe des stratégies pour éviter qu'on ait trop de zombies dans sa base, et donc c'est la chasse aux zombies qui s'organise. Ça, c'est une autre façon de voir le truc, c'est que il y a aussi des tactiques pour ne pas avoir à cleaner sa base une fois tous les 6 mois, une fois par an, entre Noël et jour de l'an, parce qu'on s'ennuie, il n'y a plus de contacts commerciaux, on se dit allez, bonne résolution, je clean ma base. Parce qu'en général, 3 mois après, il faut recommencer. Et donc il faut trouver un système. Encore une fois, on parle de créer une machine, donc il faut aussi que la machine, elle soit auto-organisée sur cette partie-là. Alors il y a plein de choses à faire sur l'organisation de sa data, sur les process, sur comment je fais rentrer ma donnée. Mais il y a aussi des actions correctives qui aujourd'hui se font avec pas mal d'outils. Là, je vous en ai mis quelques-uns. Tout en haut de la pile, c'est un français, et ils font plutôt bien le job. Mais il y a d'autres trucs qui sont assez intéressants. Clearbit, Full Contact, Drop Contact, allez voir, c'est un soft français. En gros, tous ces softs-là, ils vont vous aider à organiser votre donnée, à la ranger, à la maintenir propre sur la durée, voire à la compléter. La manière dont ça marche, en gros, là c'est InCycle, mais tous fonctionnent un petit peu comme ça. Ils vont regarder votre base, alors soit vous l'injectez, soit vous le connectez avec votre CRM, et ils vont dédoublonner. Donc ils vont regarder est-ce qu'il y a des contacts qui sont similaires, mais que vous avez empilés plusieurs fois parce que ça n'a pas été mis de la même manière. Est-ce que je vais standardiser la donnée pour que les prénoms soient bien au bon endroit, qu'ils soient tous écrits de la même manière avec une majuscule et des minuscules. Essayer de trouver si c'est du mobile ou du téléphone. Donc on va essayer d'organiser ça et petit à petit on va essayer de s'assurer que ça reste propre dans la durée et on va
compléter ces données. Aujourd'hui, c'est assez facile de se dire, à partir de l'email, du nom, du prénom de la société, je vais aller rajouter un code NAF, je vais rajouter un numéro de téléphone, je vais m'assurer que si j'ai du contact à invox.fr, je vais aller chercher Guillaume à invox.fr parce que je sais que le schéma, c'est prénom plus prénom, arrobase, nom de l'entreprise. Et donc, il y a la possibilité de faire ça. Ça n'empêche pas quand même de se structurer pour bien le faire. Parce qu'évidemment, ça a un coût. Vous avez payé à l'enrichissement de contacts. Et donc, plus vous avez, vous, mis en place les systèmes pour que vos formulaires, la saisie, l'import de données soient faits de bonne manière et que ce qu'on appelle le data model, l'organisation de la donnée soit bonne, plus en fait, le boulot du logiciel derrière sera facile. Évidemment, il y a toujours la solution humaine je prends quelqu'un, je le fais moi, j'exporte une partie de ma donnée en offshore sur des gens dont le métier c'est de nettoyer la donnée pour peut-être parfois me faire juste le petit jump qu'il faut pour avoir une donnée qui est propre. Mais quoi qu'il en soit, c'est super important de prendre soin de sa donnée. Et puis le dernier point, on l'a vu, là j'ai cité quelques logiciels, mais en fait il faut avoir une stratégie de logiciel. Il ne faut pas avoir quelques logiciels qu'on va essayer une fois de temps en temps d'organiser. En fait, il y a une vraie stratégie. Elle commence, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, de lever la main pour ceux qui avaient une base de données, un CRM, un outil marketing qui était structuré. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas ça, en fait, on va faire de la bidouille. Et c'est souvent autour de ces outils-là qu'on va aller mettre tous les autres outils, dont certains que j'ai pu vous citer. Alors aujourd'hui, moi je ne conçois pas le boulot de marketing sans cette partie tech. Aujourd'hui, ça fait partie du job. Et finalement, ce qu'on bidouillait un petit peu, de moins en moins, ça devient de la bidouille, et de plus en plus, ça devient de la structuration. Il y a un nombre incalculable de logiciels. Ça, vous pouvez aller voir, c'est Chief Martech qui sort ça toutes les années. Ils ont commencé, ils étaient, je crois qu'ils le mettent à chaque fois, je crois qu'ils ont commencé en 2012 ou un truc comme ça. Il y avait 150 logiciels, et puis chaque année, ils en rajoutent 1000, parce qu'il y en a beaucoup, et qu'il y a plein de nouvelles poches qui se créent. Alors pour y voir clair dans tout ça, il y a quelques plateformes qui permettent de trouver ces logiciels-là. Ils sont assez pédagogues, donc là c'est G2, G2, qui est probablement un des meilleurs comparateurs dans plein de catégories de logiciels, vous allez pouvoir trouver des pistes. Et puis sinon, il y a demander autour de vous les logiciels qui sont utilisés, parce que souvent il y a la qualité du logiciel intrinsèque, et puis il y a comment est-ce que je vais l'utiliser. Alors juste pour vous dévoiler un petit peu nous, ce qu'on appelle notre stack marketing chez nous, on a HubSpot en outil d'automation et en CRM. On utilise Drop Contact pour qualifier la donnée. On utilise Tilki pour suivre, pour traquer qui ouvre nos documents. Donc la plupart du temps, quand on envoie un PDF, on va avoir un lien spécifique qui va nous dire combien de pages la personne a vu, combien de fois elle est revenue, combien de temps elle a passé sur chacune des pages. Donc ça nous permet aussi ça de scorer, de récupérer de la donnée là-dessus. En termes d'analytics, on a Analytics, Data Studio, et puis celui qui est ici, c'est Shield. Ça, c'est de la statistique LinkedIn. Quand on fait pas mal d'engagement LinkedIn, c'est un truc qui est spécifique sur l'engagement LinkedIn. On peut récupérer pas mal d'infos sur ses audiences. On a des outils de création de contenu. On a comme ça se prononce, qui fait des très chouettes montages vidéo. Donc ça, on peut vraiment créer de la vidéo de manière assez sympa, assez directement. Singlink, c'est pour plutôt des images pas animées, mais avec un peu d'infos autour. Livestorm, c'est pour la partie webinar. Ensuite, on a des outils plutôt d'efficacité sur les emails. Donc on a GlockApps et Mailwarm, qui sont des outils de délivrabilité, parce qu'on utilise quand même encore beaucoup de mails. Et il y a un gros combat pour ne pas passer en spam et que nos mails soient délivrés, que les gens puissent les voir. Des outils type OnCrawl et SEMrush pour la partie SEO. Ça aussi, quand on crée du contenu, le mieux c'est quand même qu'à terme, ça nous permette d'être positionné sur des mots-clés et que ça génère du flux directement. Phantom Buster, on l'a vu. Hop, pardon, tu restes caché le chat. Sales Navigator et puis Trustfolio, qui est une boîte lyonnaise aussi, qui en utilise de manière un peu particulière pour capter des témoignages clients et des avis clients, même en B2B, parce que c'est une grosse partie derrière de ce qu'on fait en nurturing. À un moment, clairement, il faut qu'on dise aux gens on a déjà bossé avec des gens qui vous ressemblent, ça s'est bien passé, ils sont contents, parce qu'il y a un côté, souvent c'est le point de bascule entre le je t'éduque et le maintenant let's talk un peu business. Donc voilà, donc ça j'en oublie sûrement, mais c'est principalement ceux qu'on utilise chez nous. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs outils, ça ne veut pas dire qu'on a fait le meilleur choix, ça ne veut pas dire qu'on est content de tout dans tous les outils, mais par contre ça veut dire qu'on a essayé de structurer des outils déjà qui marchent ensemble. Alors j'aurais pu mettre là Zapier et d'autres choses pour la brique de connexion, de portage de données entre ces outils-là. Mais en tout cas, il y a deux enseignements à ça. Un,
Il faut aimer bidouiller. Il faut aimer aller tester 5 logiciels pour trouver celui qui vous convient. Et il faut aimer se dire, en fait, à quoi le logiciel peut me servir pour que je passe plus de temps à créer des bons contenus et ensuite à parler vraiment aux gens avec qui j'ai envie de parler, plutôt que de faire des copier-coller de données, d'essayer d'envoyer des trucs à la main, en gros de faire un boulot qui aujourd'hui est fait par ces logiciels. Et que, évidemment, ces logiciels ont un coût. Alors il existe quasiment toujours des solutions gratuites pour contourner le truc. Le problème, c'est que très vite, quand même, on se retrouve à passer énormément de temps. On crée des trous dans le parcours de la donnée, donc à un moment on passe plus de temps à essayer de comprendre où est la donnée et laquelle est bonne. Donc ça vaut le coup d'investir un petit peu dans ces logiciels-là. Évidemment, nous on s'était amusé à calculer, je crois qu'on dépense entre 30 et 40 000 euros de logiciels par an sur ce type de logiciel. Après c'est une partie de notre métier, donc il y a aussi des choses qu'on utilise pour nos clients, mais en fait c'est normal d'avoir un poste de dépense assez rapidement qui soit en quelques centaines ou en quelques milliers d'euros. Parce qu'on pourra toujours trouver un truc qui marchouille ou que je contourne, je fais des essais gratuits pendant un moment. Mais si vous voulez construire une machine, en fait, vous ne pourrez pas le faire sans avoir les bons outils. Donc ça ne sert à rien de se dire, en fait, je vais économiser sur les trucs qui, en fait, vont faire tourner mon business. C'est plutôt important de se dire, je vais analyser ce qui marche et quand ça ne marche pas, je coupe. Mais par contre, quand ça marche, bah, je suis structuré pour que ça marche vraiment et que ça marche dans la durée. En résumé, il y a encore un petit bonus après. Juste pour rappeler, connaître ses cibles. Donc ça, il faut être. Enfin, ceux qui n'avaient jamais fait de persona, c'est pas grave en fait. Par contre, c'est grave de ne pas se poser la question dans quel état d'esprit sont les gens et qu'est-ce que je peux leur raconter qui soit pas ce que moi j'ai envie de leur vendre. C'est en gros qu'est-ce qu'eux ils ont envie d'acheter et comment je vais les rendre capables d'acheter. Comment je vais faire en sorte que finalement ils comprennent des trucs grâce à moi et qu'après ça arrive à déclencher des choses où naturellement ils se disent bah oui tiens pour réussir ça il faudrait peut-être que je me fasse accompagner et si je me fais accompagner bah, vous aurez la légitimité pour ça. Et vous l'aurez d'autant plus que vous prenez la parole régulièrement et évidemment de manière qualitative. Tout ça pour pouvoir aussi vous permettre de jouer dans la durée, de vous dire je ne vais pas gagner à court terme, il y a vraiment un enjeu. Nous on voit arriver des trucs, des fois je suis surpris quand même de la lenteur des gens. Ça c'est mon problème. Mais par contre, nous on a des gens, ça fait 3 ans qu'ils sont dans notre CRM. Et au bout d'un moment, ça y est, ça percute. Ils disent ah ça fait longtemps que je vous suis, j'aime bien ce que vous faites, là ça y est, c'est le bon moment, est-ce qu'on peut se parler? Évidemment qu'on peut se parler, ça fait 3 ans qu'on a investi pour pouvoir se parler. Donc, bien sûr, on va se parler. Alors des fois, ça va plus vite, mais quand même, souvent, on se rend compte qu'il y a un temps assez long qui s'est passé. Et puis même parfois, après la première touche, les gens sont toujours pas prêts. Et donc si on les laisse tomber à ce moment-là, on a passé du temps pour les faire venir. On a passé du temps pour leur faire une première propale. Si on lâche le truc après, en fait, c'est juste dommage de le faire. Et même parfois avec des clients. Une fois qu'on a signé quelqu'un, parfois on arrête de le soigner un peu au niveau marketing, on arrête de le nourrir en fait. On se dit bah maintenant on fait de la presta pour lui, il a acheté notre logiciel. En fait même le nurturing peut aller plus loin, même s'il y a déjà eu un acte d'achat. Data et outils, ça c'est pour le côté geek. Honnêtement, il y a vraiment des trucs sympas à faire. Il faut s'y intéresser, il faut bidouiller, il faut tester, il faut progressivement construire les choses. Mais voilà. Allez, je vais finir quelques petits trucs si je retournais en 2004 que j'aimerais bien me donner comme conseil pour me taper sur les doigts. Sur quelques petites choses. Votre liste d'idées, je l'ai déjà dit, mais honnêtement, si vous ne l'avez pas, là, créez-vous, réfléchissez à quel est le meilleur réceptacle pour ça. Il y en a, ça peut être un calepin, il y en a, c'est une appli sur le téléphone, d'autres, ça peut être un Google Doc, votre appli Note, un post-it. Choisissez ce que vous voulez, mais vous soupçonnez pas le fait d'avoir ce truc-là. Ça vous met dans une disposition où en fait, vous pensez tout le temps à ce que vous pourriez raconter sur votre thématique. Et ça, c'est ultra puissant parce que c'est comme ça qu'on devient monomaniaque. Je milite pas pour que tous les gens soient monomaniaques, mais en tout cas, c'est un prérequis pour faire du bon contenu. Le corollaire de ça, c'est un peu de la discipline. C'est bien d'avoir plein d'idées. Maintenant, les idées de blog, ça n'a jamais fait du trafic. Les idées d'e-book, ça n'a jamais fait de lead. Les idées de vidéo, ça n'a jamais fait des fans. Donc il faut produire. Et pour produire, il faut protéger du temps. Et ce n'est pas le truc qui vient après tout le reste. Moi, dans mon agenda, j'ai 3 slots de 2 heures dans ma semaine que j'essaie de protéger coûte que coûte. Et c'est les moments où je crée du contenu. Alors c'est un peu bizarre de se dire je vais le faire à date fixe. Ça demande un peu de discipline et de s'y mettre, mais c'est en fait le seul moyen que ce ne soit pas relégué au second plan, que ce ne soit pas, ah ben non, là,
voilà, j'ai une conf, j'ai un call, en fait c'est l'Euro et c'est Roland Garros. À un moment, il y a une discipline. Tous les auteurs, tous les créateurs de contenu, ils s'astreignent à une discipline et la meilleure façon de tenir la discipline, c'est de se dire mardi, de 5h30 à 7h30, j'écris. Mais comme j'ai ma liste, je sais sur quoi j'écris. Donc je passe pas 2 heures à me dire alors, qu'est-ce que je commence. En fait, j'ai des listes d'idées. Mes listes d'idées, souvent, je les draft un peu, donc je mets 3-4 bullet points, ce qui fait que c'est ultra facile de rentrer. Et je me dis qu'à la fin des 2 heures, je dois avoir fini. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture sous contrainte, ou la création de contenu sous contrainte. Et en fait, de la contrainte naît la créativité et naît la capacité à se mettre en action. Et vous allez voir, plus vous allez le faire, c'est comme un muscle, plus vous allez réussir à créer facilement, et vous dire, en fait, c'est naturel. C'est comme le sport, en fait. Le jour où vous n'allez pas le faire, vous dire, mais il me manque un truc là. Donc voilà, donc il faut se discipliner. Et si vous avez dans vos équipes des gens qui doivent le faire, pareil. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un sans lui donner le temps de le protéger, sans lui dire, ok, pour telle date, je veux tel truc, et voilà comment ça va marcher, c'est ce sujet que tu vas travailler. Il faut réussir à protéger ça. Pour ceux qui commencent, mais ceux qui ont déjà commencé, qui n'ont pas ça, forcez-vous à prendre un CRM, même un CRM gratuit ou vraiment pas cher. Forcez-vous, si vous êtes tout seul, prenez Pipedrive, réfléchissez pas. Prenez ça ou prenez un ActiveCampaign, qui est un HubSpot pas cher et qui est très bien pour commencer, qui a le mix CRM et outils marketing. Prenez un outil, parce que le fait d'avoir un outil, ça va vous forcer à structurer votre donnée. Ça va vous forcer à vous dire, attends, je mets qui dedans? En fait, j'ai 3 catégories de personnes. Mais tiens, il faudrait peut-être que je leur parle. Ça fait longtemps que j'ai rien dit. Donc, essayez de structurer ça et de le faire le plus tôt possible. Le meilleur moment pour avoir un CRM, c'est hier. Donc, foncez. Testez les outils, on en a déjà parlé. Essayez la systématisation de prise de contact LinkedIn. Je sais que je suis passé un peu vite tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des Phantom Busters, Integromat, tout ce genre de logiciels. Ça peut paraître... alors beaucoup de personnes sont assez réticentes à ça. Elles se disent non, moi c'est mon réseau, je ne veux pas l'industrialiser. Si on le fait mal, c'est sûr que c'est horrible. Si ça se voit que c'est automatisé, c'est dégueulasse. C'est même pas tellement la question de l'automatiser, c'est de taper trop large. Donc il faut aussi connaître son audience. Mais si on le fait de manière sympa, avec une petite tonalité, en offrant des choses, en donnant des contenus, en proposant des choses, sans dire moi je vends ça, t'as pas de l'argent pour moi, en fait on peut automatiser beaucoup de choses. On le fait sur les candidats. Moi j'ai mis en place une routine, dès qu'un lead est suffisamment qualifié dans notre HubSpot, il faut qu'on mette l'URL du profil LinkedIn. Parce que pour le qualifier, de toute façon, on va voir son profil. C'est pas toujours moi qui qualifie. Par contre, derrière, moi, je veux être mis en relation avec tous les contacts intéressants. Et donc, j'ai un petit message spécifique. Vous êtes passé sur notre site, qui part de manière automatique. En recrutement, ça marche bien. Post-événement, c'est des choses qui fonctionnent bien. Aller pomper ce qu'un concurrent a fait pour prendre contact avec les personnes qui ont réagi, ça fonctionne bien. Pour aller voir, maintenant, il y a aussi les événements sur LinkedIn. On peut récupérer la liste des gens qui ont dit « je serai à cet événement ». Et ben voilà, super, les événements, c'est comme des émissions télé, c'est très segmentant. Les gens qui sont segmentés, je les récupère, je leur parle, je dis soit j'y étais, soit j'ai pas pu y être, mais j'aimerais vous voir. Il y a des trucs à raconter. Donc n'hésitez pas à systématiser ça. Un autre truc intéressant aussi, qu'on oublie un peu de faire, souvent on le voit que je veux grossir la taille de mon réseau, mais ça permet aussi de faire vivre son réseau. Moi ce que je fais, c'est que j'extrais, je vais faire mettre dans un spreadsheet, dans un Google Spreadsheet, les nouveaux membres de mon réseau. Donc ceux que j'ai acceptés ou ceux que j'ai demandés. Et donc ils vont s'incrémenter et je peux aller les catégoriser. Et comme ils sont catégorisés, je peux savoir est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt un candidat, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt un directeur marketing dans telle ou telle industrie. Et finalement, quand j'ai un nouveau contenu, je peux aller prendre cette sous-partie de contact, je suis déjà connecté avec eux, et je peux leur envoyer un petit message en disant « Hé Jean-Louis, pour info, on a sorti ce nouveau contenu, je suis sûr que ça s'intéresserait. » Et finalement, je continue à nourrir une relation, et je peux même parfois le faire sans dire d'aller télécharger un truc ou juste prendre des nouvelles pour relancer des discussions. En passant, dans l'algorithme LinkedIn, votre utilisation de la messagerie compte. Donc si vous voulez faire des vues sur vos posts et que vous n'utilisez jamais la messagerie, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a aussi un intérêt à aller dynamiser cette partie-là. Pensez aussi au design. C'est compliqué d'être visible aujourd'hui, on l'a vu, le niveau est monté, le niveau moyen de création de contenu est monté, que ce soit la prise de parole sur LinkedIn, en vidéo, ainsi de suite. Il y a des outils aujourd'hui pour faire des trucs très bien. Demandez autour de vous à quelqu'un qui a un peu de goût si ce que vous faites manque de goût, parce que sinon vous ne le verrez pas vous-même. C'est assez compliqué, mais quand même, grosso modo, il y a 80% dans cette salle. Donc en gros, vous ça va, vous non. Qui n'ont pas l'œil, qui croient que ce qu'ils font est
est plutôt chouette, mais en fait, au niveau design, ça va pas. Donc, investissez un tout petit peu de temps juste pour, à minima, pour muscler un peu votre jeu là-dedans. Prenez un designer pour vous faire un petit template sympa, ou partez de quelque chose d'existant qui fonctionne bien pour pouvoir dérouler ça. Eh ben voilà, je suis pile on time. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde est saoulé, tout le monde passe à l'apéro. Ouais. Ouais. LinkedIn. Ah, sur Lyon. Bah pas toujours. Pas toujours. Après, il y a des questions de. Donc la question, ouais, c'était sur en gros la zone géographique cible. Dans LinkedIn, c'est assez précis quand même. On retrouve assez vite. Alors évidemment, si on parle à très très peu de personnes, bah, il va falloir élargir un peu la cible. On n'a pas toujours non plus des interlocuteurs qui sont massivement présents sur LinkedIn, hein. LinkedIn, c'est, je parle sous contrôle de Denis, c'est quoi, 15-20 millions de personnes actives en France. Donc il y a quand même 40 millions de personnes qui n'y sont pas, ou un peu plus. Donc il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de vieux qui n'y sont pas, donc ça va. Mais en gros, il y a un professionnel sur deux qui est présent dans LinkedIn, ou deux sur trois. Donc on peut aussi avoir des trous dans la raquette sur certaines cibles. Mais sinon, zone géographique, ouais, si on est très ciblé, il faut construire différemment son truc. Après, on peut faire un peu de pub géolocalisée, ça marche bien. On peut faire du ciblage par nom de boîte. Ça, les boîtes sont souvent bien ciblées, par contre, enfin bien localisées. Donc on peut aller extraire des bases, Sirène, Diane, liste de CCI. On peut construire ces cibles à la main aussi. Voilà, typiquement, quand les salons reprennent, si on est dans l'industrie, je regarde un salon de l'industrie qui a un endroit, ça me donne déjà des listes de boîtes et je peux croiser avec du territoire, ce qui est intéressant. Et sinon, effectivement, si je suis ultra géolocalisé, le côté industrialisation est peut-être un peu plus compliqué. Sinon, il faut aller prendre les noms des rues. Et j'ai un script PHP qui doit marcher encore, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs phases. Ça dépend un peu quel est l'enjeu. Est-ce que c'est un enjeu de moi me positionner personnellement sur un sujet, auquel cas c'est quand même compliqué de sous-traiter ça, sauf à trouver une relation assez fusionnelle, un peu ghostwriter, hein, qui peut être intéressant de se dire j'ai trouvé la personne, je nourris la relation, enfin, je ne vais pas sur une plateforme d'achat balancer un mini brief en espérant avoir du contenu intéressant parce que c'est mon contenu. Après, nous, on est une agence une partie de notre activité, c'est de créer des contenus pour des entreprises ou pour des dirigeants. Donc forcément, je ne vais pas dire que c'est impossible à faire. Ça demande pas mal de talent. Ça, on les a. Un peu de lâcher prise aussi de l'autre côté. Mais on arrive plutôt à poser des cadres de travail qui font qu'on arrive à produire du contenu de qualité. Par contre, c'est sûr que c'est impossible pour nous de créer sans travailler de manière proche avec des experts de la boîte ou des gens qui en gros, ont les infos là, mais ça ne veut absolument pas en faire des trucs intéressants. C'est ahurissant la richesse qu'il peut y avoir dans les boîtes et de voir la pauvreté du tuyau de sortie, de finalement comment cette expertise est valorisée, que je sois seul ou que je sois plusieurs en fait, enfin que je sois une entreprise structurée. Et donc c'est là où effectivement on peut trouver des solutions. Et là il existe plein de choses. Je peux internaliser, je peux faire sur des plateformes si c'est bien cadré, je peux trouver un journaliste ou un fric qui fonctionne bien, je peux passer par une agence dont c'est le métier, je peux faire un mix de ça aussi. Suivant les formats ou le niveau de complexité. Un bon format, une bonne façon de fonctionner, c'est de faire un format assez premium, assez dense, assez quali. Ça, pour le coup, ça marche bien avec une agence, je pense. Et derrière, de partir de ça pour recycler et pouvoir réinternaliser ça ou le faire à une personne plus junior ou un externe, ou un free. Carrément. Après, au début, je pense que c'est aussi important de trouver son média. Et les gens, ils aiment bien écrire. Les gens, ils n'aiment pas écrire, ça les bloque. Par contre, ils pourraient parler dans un micro, ils pourraient être interviewés. Ils pourraient le faire sur... il y en a, ils sont à l'aise avec du slide. Je mets des boulets de poste et puis je parle, j'ai des histoires à raconter. En fait, c'est génial, ça. C'est top. Et en fait, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai cette matière-là, éventuellement, je peux trouver quelqu'un dont le boulot, c'est de faire le transcript de ça. Parce que j'ai un enjeu de nourrir un blog, de faire du SEO. Chaque type de contenu répond à un objectif spécifique.
Mais du coup, effectivement, il faut trouver quel est le temps et quelle est l'énergie que je peux mettre pour avoir un résultat à la fin qui est démultiplié. Il y en a qui savent tout faire, d'autres pas. Et dernière question, on a le temps? Après apéro. Ouais. On a vu pas mal de techniques de canaux différents. Il y en a un peu à l'ancienne, je ne sais pas s'il est encore d'actualité, mais qu'en est-il du cold calling? Ouais. Qu'est-ce Euh, que... Cold calling ou cold emailing d'ailleurs, ou cold LinkedIn, le côté sortant. Moi, je pense que ça marche toujours. Je pense qu'on a dégoûté un peu une génération de ça. C'est que même si ça marche, peu de gens ont envie d'y aller. Qu'aujourd'hui, on voit aussi une recrudescence de formations là-dessus qui font venir à ces métiers-là des gens qui ne devraient pas toujours y aller ou qui ne vont pas pour les bonnes raisons. Il y a un peu un côté tiré vers le bas, je trouve, de cette profession. On est dans cette phase-là où on pense qu'en fait c'est du volume, donc il faut hacker un peu le truc et il faut faire du volume, du volume, du volume. Alors que je pense qu'en fait il y a une vraie noblesse dans ce métier-là, d'écriture, de compréhension de la cible, d'inscription aussi dans la durée. Et où je pense que si on le fait bien, en fait on dénote tellement du reste des messages que ça fonctionne très bien. Par contre, il faut avoir un truc à raconter. Et qu'aujourd'hui, appeler quelqu'un pour lui vendre une bouteille de soda ou de la formation ou de la presta, en fait, ça ne marche pas. En fait, ça marche sur les 2% de gens qui étaient en train de penser à ça à ce moment-là, mais en fait, c'est peine perdue et on va user ses forces sur la durée. Donc je pense qu'il faut réussir. On va arriver, nous, pas mal en B2B en tout cas, de démarches un peu club, de trucs très ciblés, très qualitatifs, où on voit arriver des gens assez seniors, très formés, bac+5, qui font ces métiers-là. Parce que c'est devenu important de créer un vrai relationnel, de le sortir du métier du commercial. C'est un métier entre marketing et vente. Et c'est un des canaux qui est, à mon avis, intéressant. C'est un peu sous-utilisé. Il y a eu un peu un mouvement de balancier. Ouais, tout à fait. Voilà. Est-ce que quelqu'un est frustré de ne pas avoir posé sa question? Non, ça va. Allez, je vous libère. Merci à tous.